Cette semaine, dans Histoire de se balader, je voudrais vous faire découvrir 3 passionnés qui ont fait de leur métier un style de vie. Ils ont accepté de partager sincèrement avec moi leur quotidien, leurs rêves et leur parcours. Guillaume, maître fauconnier, n'imagine plus sa vie sans ces oiseaux avec qui il a noué des relations très fortes de travail et de confiance. Lui, ce qu'il aime bien, c'est qu'on le gratte derrière la tête comme ça. Il adore ça. Et là, justement, on voit pourquoi on l'appelle le caracara huppé, parce qu'il a une petite huppe là. Très sympa. Alors, il adore ça. Ludovic, lui, a relevé le défi fou de mêler sa passion pour la vigne à ses origines normandes. C'est donc tout naturellement qu'il va me présenter son projet sur les coteaux des falaises d'Étretat. Et cet espace, on voudra en faire une sorte de laboratoire. On va essayer des choses, notamment au niveau des traitements. On va essayer de traiter les éventuelles maladies avec de l'eau d'Étretat, de l'eau de mer. Et enfin, Valérie m'ouvrira les portes de sa tonnellerie en plein cœur du pays d'Auge. Il y maîtrise les savoir-faire ancestraux de la fabrication de tonneaux en bois noble. Pas étonnant donc qu'on puisse les retrouver à l'autre bout du monde. Alors là, on fait des cuves qui sont destinées pour le rhum. Ça va finir à l'île Maurice. Ah d'accord. Ouais. Donc ça va partir par avion, Non. par bateau. Conteneur, uniquement conteneur. Histoire de se balader, les Normands ont du talent. C'est au château de Blainville-Crevon que je vais retrouver Guillaume. Il n'est pas venu seul, je vais aller voir ça de plus près. Je vais peut-être pas les effrayer les oiseaux là. Ah, il y a Guillaume qui m'attend. Alors Guillaume, c'est un fauconnier. Et il a déjà sur la main quel animal? Bonjour Guillaume. Bonjour Vincent, comment vas-tu? Ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Forme? Oula, ça va, je me méfie. Je dois me méfier ou pas? Non, là, ça va encore. Là, c'est bien. La fauconnerie, ça remonte à quand? L'âge de bronze. Et alors, il y a aussi longtemps, on arrivait déjà à maîtriser les faucons, les rapaces. Ouais. Pourquoi? Quel était l'objectif à l'époque? L'objectif, forcément, c'était pour la chasse, Ouais. puisqu'il n'y avait pas de poudre noire, etc. Donc, on prenait des oiseaux, comme on avait vu que c'était vraiment des très grands prédateurs. Et puis, on se servait de ces oiseaux pour attraper les proies. Ah ouais, d'accord. Et alors là, en fait, là, il a un casque de catcheur mexicain ou c'est Non, c'est pas un catcheur mexicain, c'est ce qu'on appelle un chaperon. C'est une pièce de cuir qu'on met sur le faucon. Et en fait, ça lui permet de rester dans le calme. Et quand on va lui enlever le chaperon, il va avoir une réaction de regarder tout ce qui se passe, etc. Et là, s'il voit un animal partir, on lâche le faucon dessus. Ouais. Et forcément, il va partir à l'attaque. Alors, il suffit simplement de lui enlever le chaperon, comme ceci. Je m'éloigne ou pas ou Non, pas ça du craint tout. pas? Voilà, on lui enlève Non, le ça truc. va, ça craint pas. Et voilà. Oh oui, d'accord. Donc là, il est en train de regarder tout ce qui se passe. Ah, c'est marrant, on a l'impression qu'on voit que la pupille. Ah oui, d'accord, ok, je vois l'iris autour quand même. Voilà. Là, il n'est pas en position de crainte, il n'est pas Non, parce qu'il méfiant. n'a aucune raison là, d'avoir peur. Bah, il ne me connaît pas, c'est ça. Son fauconnier est là, il te voit arriver, tu es arrivé pas comme un prédateur, justement, tu es arrivé tranquillement, etc. Ouais. Donc pourquoi tu veux qu'il ait peur de toi? Dans le sens où l'oiseau, il te voit arriver gentiment, etc. Certes, ce sont des oiseaux qui sont habitués à l'homme, donc il ne va pas avoir peur. Dans la nature, l'oiseau te verrait arriver, forcément, il prendrait la fuite. Voilà. Alors ça, c'est le premier. Il y en a plein d'autres derrière. Alors, j'en ai amené plein d'autres là pour vous montrer. Alors je vais aller déposer mon faucon. Ouais. Et puis après, on va faire un petit peu le tour gentiment des oiseaux qu'on a emmenés. Alors ça, justement, Alors ça, c'est extraordinaire. c'est un oiseau qui lui aussi vient du Nouveau Monde, puisque quand le Nouveau Monde a été découvert, on a découvert cet oiseau qui s'appelle donc le caracara huppé. Caracaralité. Voilà. Et ça, c'est un oiseau un petit peu particulier, puisque c'est un oiseau qui est omnivore. Il mange de d'accord. tout. Très sympathique. Il fait partie de la famille des falconidés, donc des faucons. Ouais. Mais comme on peut le voir, ça ne ressemble pas vraiment au faucon qu'on a vu tout à l'heure. Alors moi, ce que je te propose, et puis tu vas voir qu'il est relativement sympa, je te propose de le prendre au gant. Ah oui, d'accord, ok. Donc tu vas enfiler un gant, de fauconnerie. Là, il faut non, mettre non. la main gauche. C'est un oiseau très attachant. Je veux Le comme ça. caracara, on dit de lui même que c'est le clown des oiseaux de proie. Voilà, tu vas fermer le poing. Et je vais te demander de serrer simplement léger. Non, Titi, tu restes là. Voilà, ferme Ça. le gant. Ah, c'est relativement léger comme oiseau. Ah, il est pas très lourd. Hein. Et lui, je peux le toucher? Ouais. Voilà, lui, ce qu'il aime bien, c'est qu'on le gratte derrière la tête comme ça. Tu vois.
Il adore ça. Et là, justement, on voit pourquoi on l'appelle le caracara huppé, parce qu'il a une petite huppe là, tu vois. Très sympa. Voilà. Et il adore ça. Comment tu fais en sorte qu'eux soient habitués à toi et que tu réussisses à travailler avec, quoi? Alors déjà, pour posséder des oiseaux, c'est un petit peu compliqué, donc c'est très réglementé. Il faut avoir un certificat de capacité pour pouvoir détenir ces oiseaux. Et ce sont tous des oiseaux qui sont nés en captivité. Je précise bien, tous les rapaces sont tous protégés par la Convention de Washington. Ouais, la CITES. Donc, tous les rapaces sont protégés. Donc pour avoir ces oiseaux, ils sont tous nés dans des élevages. Ils sont bagués ou pucés. Ah oui, d'accord. Et ces oiseaux-là, forcément, on les achète, on les échange entre fauconniers. Bon, on va le reposer, on va ouais, pas te laisser tout le temps sur le complètement. banc quand même. Tu viens, mon petit bout? Allez, au revoir. Parce que là, nous allons aller Ah voir oui. forcément un aigle. Et les aigles, forcément, avaient ce pouvoir et surtout, on dit de lui qu'il est le maître des airs. On dit aussi que cet animal représente la force. Et c'est ainsi que la liberté. Malheureusement, tous les dictateurs ont pris cet oiseau en emblème. Ah, d'accord. Que ce soit de Jules César à Adolf Hitler, c'est on a vrai. toujours vu l'aigle Ah oui, comme c'est la vrai. puissance. Ce qui est impressionnant avec l'aigle, je trouve, c'est le regard. On a l'impression qu'il fronce les sourcils. Il est super énervé, quoi. Non, non, pas du tout. Mais je regarde. sais bien, mais son regard, c'est On va même comme le faire ça. venir. un Bonjour, petit peu je plus près. suis un aigle. Ah ben ça c'est clair que généralement T'as compris ou quoi? ça impose le Un respect. aigle. Regarde, ça impose quand même le respect. Regarde le regard. Voilà. Wow, la vache. Allô. Non, c'est pas une vache, c'est un aigle. Oh, l'aigle. Wow, wow, la carayo. Ouais, mais regarde pas comme ça, je t'ai rien fait. Ouais. Là par contre, tu es en train de le défier. C'est-à-dire que les aigles détestent qu'on les regarde dans les yeux. Ah, c'est vrai, pourtant. Ah oui. Voilà. Parce que pour lui, il va sentir que c'est une agression. Et comme tu peux Attends, le voir, sa crête est en train de gonfler. Là, il s'est dit, Vincent veut m'agresser. Voilà. Histoire de se balader, c'est fini. À bientôt. Non, non, là, Non, tu mec, crains rien, il est vraiment C'est très, très hyper gentil. impressionnant. Écoute, tu peux le reposer parce que Oui. j'ai vu que là. Et en fait, Hitchcock, le film Les Oiseaux, Ouais. c'est des corbeaux? Les corbeaux, il y a des corbeaux, il y a des goélands et ça. Et voilà. Donc là, on a un grand corbeau des montagnes. Waouh, c'est beau. Donc là, c'est une toute petite. Ah, c'est un peu bleu argenté. C'est un peu C'est bleu, argenté, le reflet, oui, c'est tout marrant. à fait, oui. Tout à fait. Alors elle est toute jeune, puisqu'elle est âgée de 3 mois, simplement. Quand on parle de l'oiseau de mauvais augure, c'est le corbeau ou pas? C'est le corbeau, ouais, Ah, malheureusement. ouais. Alors que c'est un animal adorable et vraiment très affectueux. Tu veux bien arrêter de me faire du mal? Mais là, en fait, il se prend pour Woody Woodpecker. Non, là c'est simplement c'est qu'elle réclame à manger. Et comme c'est très intelligent et qu'elle sait que j'ai à manger dans la fauconnière, eh bien, tant que je lui donnerai pas à manger, elle va me mettre des petits coups de bec comme ça pour dire dépêche-toi, j'ai faim. Voilà. Oh, le vorace. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Nala. Nala, s'il te plaît, tranquille. Comme c'est encore un bébé, là elle s'amuse de tout. Voilà. Mais oui, c'est très 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 intelligent. On disait plutôt que c'était l'oiseau des sorcières, hein, l'oiseau de mauvais augure. Voilà. Voilà. Ouais, elle est en colère, vous voyez, là c'est. Elle est colère. Donne-moi à manger, donne-moi à manger. Tu veux bien arrêter? Ah oui. Pourquoi toi, t'en es venu à être passionné par les oiseaux? Qu'est-ce qui t'a rapproché de tous ces oiseaux? En fait, c'est tout bête, c'est quand j'étais gamin, j'ai trouvé une buse blessée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en trouvant cet oiseau, je me suis attaché à elle. Et le fait d'avoir soigné cet oiseau, avoir cette complicité de remerciement, entre guillemets, de cet oiseau quand j'ai relâché dans la nature, et bien après, je me suis intéressé aux rapaces. Et là, j'ai commencé à aller voir un petit peu comment travailler les rapaces, comment travailler les fauconniers. T'avais quel âge à l'époque? Oh, je devais avoir, peut-être 20 ans. Ouais. 20 ans à l'époque. Et puis un jour, j'ai décidé de passer mon certificat de capacité, etc. Et d'avoir mes propres oiseaux. Voilà. Et alors de vivre avec des oiseaux, comment c'est? Ça doit être un travail de dingue, faut tout le temps s'en occuper ou pas? Ça s'appelle de l'esclavage. Voilà. Donc moi, c'est une passion. Partir en vacances, je suis tout le temps en vacances. Eh oui. Ah, tout le monde rêve d'avoir ce genre d'animaux à la maison, de les voir, etc. Nous, on vit avec 365 jours de l'année. Moi, je trouve ça vraiment génial et grandiose. Si je devais changer de vie, je la changerais pas. Change pas de vie. Je te remercie en tout cas. Tu Merci transmets beaucoup. bien ta passion. Eh bien, écoute, Ciao. Merci. bonne balade, à bientôt. Ludovic m'attend tout là-haut, sur les falaises, de là où l'on peut apprécier la plus belle vue d'Étretat. C'est ici qu'il nous concocte le futur vin pétillant normand. Alors, déjà, ton vignoble, en termes de vue, c'est quand même pas trop mal. On dira que c'est pratiquement une des plus belles vues de France. Là, on a un contact direct avec la mer
Et on peut comprendre ce qui s'est passé il y a des millions d'années en voyant les strates et justement la craie, on en parlera tout à l'heure. On va la voir cette vigne? Allez, viens Vincent, on va regarder ça. Tu vois, ici, il y a une protection. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on met des protections ici? Parce que la vigne est pudique. Hein? Elle a C'est besoin. pas ça. C'est pas parce qu'elle a besoin de se cacher, c'est parce qu'elle a besoin de se protéger des lapins. Ah, parce que sinon elle aurait pu mettre une feuille de vigne pour se cacher. Mais ça, non. Ça n'aurait pas se fait marché. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux le constater ici. Mais comment ça peut pousser là-dedans? On Enfin, a- on dirait de la terre, ça c'est de la terre quand même. C'est vraiment. Un petit couvert végétal quand C'est même. beaucoup plus de craie que de terre. Parce que là, tu vois, ici, il n'y a pas d'humus vraiment. Ouais, tu c'est vois. vrai. Donc, Très ici- clair. Mais est-ce que par exemple ici, la vigne, elle va s'enfoncer jusqu'à 5-6 mètres pour aller puiser tout ce qu'il y a comme arôme intéressant dans ce sol? On va la contraindre. C'est-à-dire qu'autour du pied, on va passer un outil qui va couper les racines de surface. Ok. Comme ça, la vigne va être privée de l'eau de surface. Ok. Et la racine mère, les racines les plus importantes, ouais, les ouais. plus costauds, elles vont descendre D'accord. assez profondément. Alors, la volonté ici sur Etretat, c'est cet espace, on voudra en faire une sorte de laboratoire. D'accord. C'est-à-dire qu'on va essayer des choses, notamment au niveau des traitements. On va essayer de traiter les éventuelles maladies avec de l'eau d'Étretat, de l'eau de mer. Ah, Parce d'accord. qu'on le sait, le sel, c'est un formidable produit pour ralentir ou anéantir tout ce qui est à base de champignons. qu'on Donc trouve ça dans la sera un nature. vin dit naturel, c'est ça? On va essayer de se rapprocher au maximum de quelque chose de naturel et surtout lié à toute la matière qu'on a autour de nous. Est-ce que dans l'histoire, même si on remonte à longtemps, il y a pu avoir des vignes? Il y a eu des vignes gallo-romaines, ce qu'on appelle la vie-vigne. C'est direction Bénouville. César, pour récompenser ses garnisons, avait mis de la vigne pour que les gens aient des choses à boire, parce que c'était les retraités de la garnison Ah romaine oui, et il fallait d'accord. absolument qu'ils aient des choses à boire. Et les Romains, vraiment, nous ont offert sur un plateau quelque chose qui s'apparente à notre tradition aujourd'hui. Bien sûr. quoi. Alors, non, tu plantes pas dans de la caillasse comme ça, c'est pas possible. Eh bien si, parce que là, on est sur une autre manière de planter, c'est-à-dire que là, on va la planter directement dans la craie et on va regarder si elle est capable d'aller chercher l'eau sans qu'on fasse d'apport. Bon, bah il faut creuser, c'est ça alors? Alors là, tu vois, Attends, regarde, attends, je creuse. non, avec le Mais comment silex, tu ça va veux être un peu creuser compliqué. avec... Sauf si Ah non, tu- non, mais moi je fais comme les Romains. Hein, Mais non, vous faites pas comme ça? Les Romains, ils étaient un peu plus organisés. Nous, on a un Je viens de me outil. faire casser. Nous, on a un outil qui s'appelle la baramine. Je te laisse faire, Vincent. Très bien. C'est parti. Vas-y. Allez. Et là, tu te rends compte qu'en fait, les couches supérieures sont friables C'est dur. et que là, on est vraiment dans le cœur de la falaise. Ah, on est dans le cœur de la falaise, tu m'étonnes. Voilà. Je pense que là, on n'est pas loin. On est pas mal là? On n'est pas loin de l'objectif. Alors ici, je récupère cette matière décomposée. Voilà, je vais la mélanger. J'en mets au fond. Et nous allons prendre de la terre végétale. Alors le chardonnay qui est utilisé ici, c'est un chardonnay qui, bien entendu, aime la matière, la craie. On Ouais, ne peut pas d'accord. mettre n'importe quel cépage en contact avec cette craie. Alors là, ton mélange, là, il est est pas parfait. mal, non? Il est parfait, c'est bien homogène. Je vais chercher un pied. Voilà, ici. Là, je positionne mes racines en plein milieu. Voilà. Donc là, ici, je te remets un petit peu de terre. Alors pour la recette, cette semaine, on saupoudre, que ça soit bien joli, bien homogène. C'est Maïté qui va être Voilà, contente. c'est ça. Hop, on le respecte, le pied de vigne. Alors là, on le plante aujourd'hui. Oui. Si je reviens dans 4 ans, il sera à quelle hauteur? Alors, si tu reviens dans 4 ans, peut-être que je l'aurai déplanté pour aller le mettre ailleurs. Alors, comme c'est toi qui l'as planté, celui-ci, je vais le laisser. Ah, ça c'est sympa. Voilà. Je t'encourage à venir me voir tous les ans, une fois par an. Pas de problème. Il a été planté avec attention et c'est vrai que quand on prend le temps de faire les choses et quand on porte attention à un pied de vigne, il n'y a aucune raison qu'il ne tienne pas ses promesses. Après une bonne activité en plein air, direction le donjon au domaine Saint-Clair, un lieu incontournable d'Étretat où Ludovic aime partager des moments conviviaux au pied de la cheminée. Chin.
Quand tu étais enfant, est-ce que tu imaginais un jour que tu travaillerais dans la vigne? Et est-ce que c'était quelque chose qui te parlait déjà, étant adolescent par exemple, ou pas du tout? Tout petit, je me suis retrouvé au bout du jardin de mes parents et j'ai pu constater que la Normandie était verte. Il y avait une forme de tristesse en moi, parce que je n'avais pas ce que je retrouvais pendant mes vacances quand j'étais petit avec mes parents, où nous allions plutôt dans le sud ou dans des régions viticoles. Et tout petit, j'ai senti que j'étais plus heureux près des vignes. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment expliquer quand on est enfant, on le ressent simplement. Et quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai rencontré divers vignerons qui m'ont aidé à apprendre mon métier, mais avec patience, sur 15 ans. C'est-à-dire que je n'ai pas fait d'école particulière, mais le savoir-faire champenois est rentré en moi tout doucement. Et le vin, c'est une histoire de patience. Quand on plante un pied de vigne, on n'est pas en train de planter un pied de... On ne plante pas des champignons qui poussent en une semaine. Voilà, il faut prendre son temps. Si je regarde ce vin-là, que tu ne fais pas ici, mais du côté de la Loire, est-ce que tu penses que le vin te ressemble? Et si te ressemble, est-ce que tu pourrais me décrire ton vin? Attention, parce que tu vas te décrire en même temps, si c'est le cas. Plutôt féminin, plutôt frais. On parlera de fraîcheur aromatique, c'est-à-dire peu d'écart entre le goût du raisin pressé et ce que l'on va ressentir dans le verre. Je vais dire que le vin que je souhaite faire en Normandie, c'est un vin qui va être très apprécié en apéritif, en début de repas. Mais c'est clair que ce ne sera pas un vin qui sera fait pour accompagner des gibiers, de la viande, etc., etc. Donc très proche du fruit, une belle acidité, mais avoir une grande pureté dans le vin et surtout le faire comprendre aux gens. C'est-à-dire que les gens doivent comprendre ce qu'ils boivent. Si on prend le temps de faire de la viticulture en même temps que les saisons, à l'écoute de la nature, le vin nous élèvera. Je retrouve maintenant Valérie à Saint-Désir de Lisieux qui se confie sur son histoire, sa vocation et surtout sur la transmission d'un savoir-faire vieux de plusieurs siècles. Waouh! Alors déjà, c'est quand même un sacré atelier, hein? Ouais, bah, ça fait 500 mètres carrés. C'est beau. Vous êtes tonnelier depuis combien de temps? J'ai commencé en 84. En 84. Mais j'avais fait une formation dans le bois déjà, parce que j'étais trop jeune pour partir. Et là, on est quand même au 21e siècle. Et pour fabriquer des tonneaux, on utilise des outils qui datent de quand? Eh ben, au moins du 15e, parce que une as, une colombe, on passe encore notre CAP comme on passait notre CAP il y a 2 siècles. On fait tout à la main. Toute la base est la même depuis la nuit des temps, quoi. Depuis que les Gaulois ont inventé les tonneaux. Vous êtes en train de travailler sur quoi aujourd'hui? Vous pouvez montrer? Alors là, on fait des cuves qui sont destinées pour le rhum. Ah, c'est pour du rhum, Ouais. ça? Alors en fait, là, j'apprends, vous me le dites, que pour faire vieillir un alcool, je pensais qu'on utilisait le bois pour le cidre ou pour le vin, mais pour plein d'autres alcools aussi. Ah oui, bien sûr. Tous les alcools d'appellation en France, ce soit le Calvados, le Cognac ou l'Armagnac, c'est logé sous bois. En même temps, il n'est pas anodin parce qu'il y a un résultat gustatif qui est quand même probant quand on est autour d'une table et puis qu'on déguste un Calvados qui a 50 ans. Et qui a pris le goût du bois. bois C'est assez sympa, aussi. ouais, qui s'est imprégné de toute l'histoire de la Normandie. Alors ça naît en Normandie et ça va, finir où? Ça va finir à l'île Maurice. Ah d'accord. Ouais. Donc ça va partir par avion, Non. par bateau, Conteneur, uniquement conteneur. à l'île Ouais, ouais. Maurice, et Ouais, là-bas, ouais. donc ils vont faire vieillir leur rhum à l'intérieur de Voilà. ces tonneaux. Voilà. Alors vous, votre cœur de métier, c'est le bois. On peut aller voir un peu justement cette matière. Ah bah oui. Là-bas, pour savoir il y a 2 essences là. Vous avez c'est ça à hauteur de 95%, voire même plus, le chêne. Et qu'est-ce qu'il a comme propriété, le chêne? Eh ben, à l'intérieur, il sécrète une substance qui est très vanillée. Ah, Ça d'accord. amène de la sucrosité. La cerise sur le gâteau, c'est la chauffe. Ah, la Quand chauffe. on va faire une chauffe sur un fût, plus elle va être équilibrée, il va y avoir une forme de torréfaction. Et à c'est partir ça. de là, si vous voulez, vous prenez une poignée de grains de café dans la main, J'y pensais. vert, Ouais. ça n'a aucune odeur. Non. Dès lors que vous le torréfiez, il Tout se révèle développe. tout un tas d'arômes selon l'intensité de la torréfaction. Et là, c'est exactement la même chose.
Sauf que ça se passe avec du bois. Ah. Et ça, c'est quoi? Alors, ça, c'est de l'acacia. Ah. L'acacia, c'est un bois qui est formidable, surtout pour les vinaigres de cidre. Ah, d'accord, ok. Bah, en Normandie, hein, je m'entends bien. Et là, il y a un vinaigrier dans la région qui vient de me passer commande d'une cuve de 12 000 litres. Ah, d'accord, donc au travail, alors, c'est ça? Ah oui, là, on est dedans, là. Bon, bah, je vous suis, je vous laisse commencer, je vous regarde. Alors, là, c'est le fond du bas. Donc, important. Ah bah, hyper important. Le fond du haut, c'est un cache-poussière, en fait. Hein. Il y a le fond du bas et le fond du haut. Ah oui, oui. D'accord. Vous pouvez me faire quelque chose ou Ah pas? oui, mettez-vous en face de moi, vous allez voir. Je vais vous faire, enfiler un jonc sur les goujons. C'est une feuille, ça s'appelle du Typha latifolia. C'est depuis la nuit des temps. Si on démontait le fût qui est derrière vous, qui a 2 siècles, vous allez en retrouver. Cette feuille-là, elle a pour objectif, sur le fond, d'assurer l'étanchéité sur les joints. Voilà un témoignage de la tonnellerie qui se passait il y a 3 siècles et qu'on fait toujours maintenant. C'est ça, voilà, ça en fait partie. C'est fou de se dire que c'est juste cette petite bande végétale qui permet de faire l'étanchéité en fait sur le tonneau, c'est dingue. Ouais, et puis c'est fiable, surtout. D'accord. Bon, parce que dans 2 siècles, ça sera encore là. Ah, mais nous, on sera là dans 2 siècles? Non. Ah non, non, on ne sera pas là, nous, je crois, non, c'est ça. Oh, ben d'ici là, peut-être, on ne sait jamais. Ça dépend de la quantité de calvados que vous allez consommer. Parce que l'alcool et la fumée, ça conserve la viande. Tout est dans l'ordre, j'imagine, évidemment. Oui, oui, oui. Allez, hop. Encore. Voilà, c'est parfait. Comment vous avez eu l'idée de devenir tonnelier? Comment ça a germé dans votre tête, tout ça? Oh, j'étais un peu bricoleur. Et puis, il y avait à l'époque, les tonneliers en Normandie passaient de ferme en ferme pour faire l'entretien. Ouais. Et il y avait un petit père qui venait là. Alors lui, il mérite qu'on dise son nom. Écoutez bien. Il s'appelait Édouard Lenné. Édouard Lenné. Vous êtes ému quand vous en parlez? Oui. Qu'est-ce qui vous a légué? Qu'est-ce qui vous a transmis, ce monsieur? Oh, c'était l'humain. Ouais. Et c'est lui qui vous a donné envie de faire ce métier? Parce que lui, il était totalement passionné par ce qu'il faisait? Ah oui, je crois qu'on n'est pas en face, là, juste de ce côté-là. Ah, je ne vais pas vous payer, alors. Je suis pas cher, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui vous a appris Ouais, l'envie de faire quelque chose, quoi. Ouais. Bon, il y a eu mes parents. Et vos mais parents... lui, il m'a donné l'envie de faire un choix, quoi. Ouais. Un choix fort. Il était marrant, il était... Quand vous allez acquérir quelque chose et vous savez le faire, c'est la porte vers la liberté, quoi. Vous vous sentez libre dans ce métier parce que justement vous avez ce savoir-faire? On n'est jamais complètement libre, mais on s'en approche, quoi. Qu'est-ce que vous préférez dans ce métier? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Est-ce que c'est le contact du bois, la construction globale d'un tonneau, le travail avec les gens, tout ce qu'on peut échanger comme information? Alors ça, c'est une partie qui est sympa parce que on part de bouts de bois comme ça, ouais. Et au fil des journées, il y a quelque chose qui se monte devant vous, quoi. Et vous apportez votre touche, quoi, votre patte, quoi. Bonne ou mauvaise, mais elle est là, quoi. Donc, ils sont signés, vos tonneaux? Ah oui, j'ai un fer. Ouais. Vous avez un fer? Vous avez marqué au fer rouge? Ah oui, oui. Ah, mais alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce tonneau-là? On ne sait plus le faire? Ah ben, on peut se réunir tous les deux et cumuler nos âges, ça va pas suffire. Il a quel âge? Même en multipliant ça par 4. Et ouais, c'est un fût qui a au minimum 2 siècles. Ça, c'est un témoignage vivant de la richesse de la tonnerie en Normandie. Est-ce qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui sont intéressés par votre travail? Et est-ce que les tonneaux que vous fabriquez, vous les vendez en dehors de la France? Ah oui, j'en ai vendu cette année aux États-Unis, j'en ai vendu en Argentine, au Chili. Pour du vin? Pour du vin. D'accord. Pour du vin, j'en ai vendu en Australie. Ah ouais, d'accord. Donc il y a une petite partie de Valérie qui se retrouve aux 4 coins de la planète. Ouais, voilà. Vous êtes fier de ça?
je ne sais pas si c'est une forme de fierté, c'est une forme de satisfaction. Ouais. On dit, bah tiens, on sait faire quelque chose et on peut le vendre ailleurs. Et le Calvados en fait partie. On sait fabriquer du Calvados et on peut le vendre dans le monde entier. C'est aussi un truc... C'est une richesse de notre région. Ouais. Ça fait partie de la Normandie. Ouais. Et plus particulièrement du Pays d'Auge. Voilà, c'est déjà la fin, mais j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à découvrir ces hommes qui ont en commun de vivre pour leur métier, qui est aussi leur passion. À très vite pour de nouvelles aventures d'Histoire de se balader. Séquence numéro 2, formidable. Alors c'est la 2A1 prime. Voilà. T'as vu, il fait tellement de claps, il s'éclate les doigts, le gars. On se fait la suite avec Ludovic, on va s'approcher de la vigne. 2XD, une osmo. Ça va? Ça va et toi? Bien ou bien? Ouais, Tranquille pépère? top moumoute comme on dit. Ah, top moumoute, j'adore top moumoute. Parfait.